Quittez ce siège immédiatement. Vous mettez les autres passagers mal à l'aise. Une voix autoritaire, tranchante comme une lame, déchira le silence feutré de la cabine de première classe du vol Air France 342, faisant sursauter les rares murmures des passagers qui s'installaient. Les mots, prononcés avec une froideur implacable, résonnèrent contre les panneaux de bois vernis et les sièges en cuir beige, captant instantanément l'attention de tous. Cette voix, chargée d'une assurance qui ne tolérait aucune réplique, appartenait à Marianne Dubois, l'hôtesse de l'air en chef. Grande, élancée, son uniforme bleu marine impeccablement repassé épousait sa silhouette avec une précision presque militaire. Son chignon, tiré à la perfection, ne laissait échapper aucun cheveu, et son badge scintillant, orné de son nom, semblait proclamer son autorité absolue dans cette partie de l'avion. Debout près de la rangée 2, Marianne fixait d'un regard perçant, presque accusateur, une jeune passagère assise au siège 2A. Cette passagère, Aïssa Diallo, n'avait que 12 ans. Sa peau ébène contrastait avec la lumière douce qui filtrait par le hublot, et ses yeux sombres, calmes mais vifs, contemplaient l'extérieur avec une sérénité qui semblait défier la tension ambiante. Aïssa était menue, mais sa posture droite, ses mains reposant doucement sur ses genoux, trahissait une dignité rare pour une enfant de son âge. Elle n'avait rien fait pour attirer l'attention, n'avait pas élevé la voix, n'avait pas bougé d'un pouce depuis qu'elle s'était installée. Pourtant, elle était là, sous le feu des projecteurs, cible d'un ordre aussi soudain qu'incompréhensible. Ce n'était pas la première fois qu'Aïssa voyageait en première classe. Sa mère, Fatou Diallo, une entrepreneuse française d'origine sénégalaise, était une figure respectée dans le monde des affaires, dirigeante d'une entreprise technologique florissante. Fatou voyageait souvent à travers le monde pour ses réunions, et Aïssa, lorsqu'elle l'accompagnait, avait déjà goûté au luxe discret des cabines de première classe. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Aïssa volait seule. Sa mère avait tout organisé avec soin. Le billet avait été réservé des semaines à l'avance, confirmé par le service VIP d'Air France, et Fatou avait même appelé le bureau dédié pour s'assurer que tout se passerait sans accroc. Aïssa, vêtue d'une veste bleu marine élégante et d'une jupe plissée, s'était installée dans son siège avec une tranquillité qui reflétait son éducation, toujours polie, toujours composée. Pourtant, malgré toutes ces précautions, elle se retrouvait confrontée à une adulte dont le regard glacial et la posture rigide ne laissaient aucune place à la courtoisie. Aïssa tourna légèrement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Marianne avec une assurance qui détonnait avec son jeune âge. « Je ne comprends pas, » dit-elle doucement, sa voix claire mais ferme, comme si elle pesait chaque mot. « Je n'ai rien fait de mal. » Marianne esquissa un sourire, mais il était dénué de chaleur, une simple courbure des lèvres qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ma petite, » répondit-elle, son ton mielleux masquant à peine une condescendance appuyée. « Ceci est la première classe. Vous devez être dans le mauvais siège. Laissez-moi vous montrer où est votre place. » Aïssa, sans se démonter, fouilla dans la poche intérieure de sa veste, en sortit son billet d'embarquement soigneusement plié et le tendit à Marianne. « Voici mon billet, » dit-elle, sa voix toujours calme mais empreinte d'une détermination discrète. « Vol 342, siège 2A. Vous pouvez vérifier si vous voulez. » Marianne ne daigna même pas poser les yeux sur le document. Son regard restait fixé sur Aïssa, aussi froid qu'un vent d'hiver. « Je n'ai pas besoin de vérifier, » rétorqua-t-elle, son ton durcissant. « Les mineurs non accompagnés ne sont pas autorisés en première classe. Vous devez aller en classe économique, maintenant. » Sa voix, forte et autoritaire, porta à travers la cabine, attirant les regards curieux des autres passagers. Certains baissèrent les yeux, gênés, tandis que d'autres observaient la scène avec une fascination mêlée d'inconfort. Aïssa, elle, resta parfaitement immobile, son regard ne vacillant pas. « Ma mère a appelé à l'avance pour tout confirmer, » répondit-elle, sa voix claire et mesurée, sans une once d'agressivité. « J'ai tous les documents nécessaires, et la compagnie a approuvé ma présence ici. Vous pouvez vérifier avec votre supérieur si vous avez un doute. » Ce calme, cette assurance tranquille, sembla déstabiliser Marianne l'espace d'un instant. Ses lèvres se pincèrent, et une lueur d'agacement traversa ses yeux, mais elle se redressa rapidement, son ton devenant plus sec encore, comme si elle refusait de se laisser impressionner par une enfant.
Ne discutez pas avec moi, jeune fille, lança-t-elle, sa voix claquant comme un fouet. Prenez vos affaires et suivez-moi à l'arrière, où je ferai venir quelqu'un pour vous escorter. L'atmosphère autour du siège 2A devint lourde, presque suffocante. Aïssa sentit les regards des autres passagers peser sur elle, certains curieux, d'autres pleins de pitié, mais aucun ne semblait prêt à intervenir. Elle savait que chaque père Dieu dans la cabine suivait la scène, mais elle refusait de céder à cette injustice flagrante. Sa mère lui avait appris à ne jamais plier devant l'injustice, à toujours garder la tête haute, et ces mots résonnaient en elle comme un mantra. À cet instant, une femme d'une quarantaine d'années, assise au siège 2C, se pencha en avant. Claire Moreau, une journaliste reconnue du Monde, avait observé la scène avec une indignation croissante. Ses lunettes à monture fine glissèrent de légèrement sur son nez alors qu'elle parlait, son ton posé mais teinté d'une fermeté indéniable. « Excusez-moi, madame, dit-elle, s'adressant à Marianne. Pourquoi forcez-vous cet enfant à bouger? Elle n'a dérangé personne, et j'ai vu son billet. Il est valide. » Marianne lança un regard glacial à Claire, ses lèvres se crispant en une ligne fine. « Ceci ne vous concerne pas, madame, » répondit-elle sèchement. « Retournez à votre siège et laissez-moi gérer cette situation. » Claire, loin de se laisser intimider, haussa un sourcil, son carnet déjà ouvert sur ses genoux, prête à noter chaque détail. Un autre passager, Julien Lefebvre, un jeune entrepreneur en costume gris élégant assis à la rangée 3, décida d'intervenir à son tour. Sa voix, grave et assurée, trancha l'air tendu. « Madame, j'ai vu son billet moi aussi, » dit-il, croisant les bras. « C'est bien le siège 2A. Pourquoi ne pas vérifier avant de faire une scène publique? » Marianne, visiblement agacée par cette deuxième intervention, tourna la tête vers lui, son regard acéré. « Monsieur, je vous suggère de vous occuper de vos affaires, » rétorqua-t-elle, son ton venimeux. Julien haussa les épaules, mais son regard resta fixé sur Aïssa, empreint d'une sympathie silencieuse. Il murmura à son voisin, un homme d'affaires plus âgé. « C'est scandaleux. Elle n'a rien fait. » À la rangée 4, un homme aux cheveux argentés, Henri Dubois, un médecin à la retraite, observait la scène en silence. Ses mains, posées sur ses genoux, se crispèrent légèrement. Il ressentait un pincement de honte, une gêne croissante face à son propre silence. Il avait vu le billet d'Aïssa lorsqu'elle l'avait montré, et il savait qu'elle était dans son droit. Pourtant, il n'avait pas encore trouvé le courage d'intervenir. Son regard croisa brièvement celui d'Aïssa, et il baissa les yeux, rongé par un mélange de regret et d'indécision. Il murmura pour lui-même, presque inaudible. « Je devrais dire quelque chose. Mais comment? » Pendant ce temps, une adolescente de 15 ans, Héloïse, assise à la rangée 5, observait la scène avec une indignation croissante. Ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval, elle serrait son téléphone portable, ses doigts hésitants au-dessus de l'écran. Héloïse, lycéenne passionnée par les réseaux sociaux, savait que ce qu'elle voyait était injuste. Discrètement, elle commença à filmer la confrontation, son cœur battant à l'idée de partager cette histoire avec le monde. Elle murmura à sa voisine, une femme d'âge moyen qui tricotait nerveusement. « C'est incroyable, il la traite comme si elle n'avait pas le droit d'être là. » Aïssa, toujours assise, prit une profonde inspiration. Son cœur battait fort, mais sa posture restait droite, ses mains immobiles sur ses genoux. Elle releva les yeux vers Marianne, son regard clair et résolu. « Je suis désolée, mais je ne bougerai pas, » dit-elle, sa voix douce mais ferme comme un roc. « C'est mon siège, et je suis autorisée à être ici. » Ces mots, prononcés avec une maturité qui dépassait son âge, firent vaciller Marianne l'espace d'un instant. La tension dans la cabine monta d'un cran et les murmures des passagers s'intensifièrent. Certains détournaient le regard, mal à l'aise, tandis que d'autres, comme Claire et Julien, semblaient prêts à intervenir davantage. Furieuse, Marianne pivota sur ses talons, son chignon impeccable oscillant légèrement sous l'effet de son mouvement brusque. « Restez ici !» lança-t-elle à Aïssa avant de se diriger vers le cockpit, déterminée à appeler le copilote, Philippe Laurent. Aïssa reporta son regard vers le hublot, où le ciel crépusculaire prenait des teintes d'orange et de violet. Elle murmura pour elle-même, comme pour se donner du courage.
Encore quelques minutes, tiens bon. Elle ignorait que cette confrontation n'était que le prélude à une série d'événements qui allaient bouleverser ce vol. Dehors, le dernier chariot à bagages s'éloignait lentement de l'avion, laissant derrière lui un silence oppressant. Aïssa sentit son pouls s'accélérer, mais son visage restait impassible. Les mots de sa mère, Fatou, résonnaient dans son esprit comme un écho apaisant. On ne plie jamais devant l'injustice, pas même un peu. Ces paroles, qu'elle avait entendues maintes fois, lui donnaient une force intérieure qu'elle n'aurait jamais cru posséder à son âge. Elle savait que sa mère arriverait bientôt et cette pensée la réconfortait. Soudain, des pas lourds résonnèrent dans l'allée centrale. Marianne revenait, accompagnée d'un homme grand et imposant, vêtu de l'uniforme immaculé d'un copilote. Philippe Laurent, la trentaine, exsudait une autorité froide, presque mécanique. Ses yeux, plissés par une méfiance évidente, se posèrent sur Aïssa comme si elle représentait un problème à éliminer. « Jeune fille, commença-t-il, sa voix grave et dénuée de chaleur, ce n'est pas le moment de discuter. Nous devons respecter les règles pour que ce vol parte à l'heure. Déplacez-vous vers votre nouveau siège immédiatement. » Aïssa prit une inspiration mesurée, ses yeux toujours clairs, dépourvus de peur ou de colère. « Je l'ai déjà expliqué à mademoiselle Dubois, » répondit-elle calmement, chaque mot soigneusement choisi. « Ma mère, Fatou Diallo, a réservé ce siège en première classe via le service VIP. Je suis pleinement autorisé à être ici. » Sa voix, bien que douce, portait une assurance qui surprit Philippe. Il croisa les bras, son regard se durcissant. « Avez-vous vérifié son billet ?» demanda-t-il à Marianne, baissant la voix mais pas assez pour que les passagers proches ne l'entendent pas. Marianne, sans même regarder Philippe, répondit avec un sourire narquois. « Je sais ce que je fais. La politique de la compagnie interdit les mineurs non accompagnés en première classe. Je ne perdrai pas plus de temps avec ça. » Philippe hocha la tête, visiblement satisfait par cette réponse, et se tourna à nouveau vers Aïssa. « Si votre mère a vraiment tout organisé, elle comprendra que la sécurité et les règles passent avant tout. Bougez maintenant. » Aïssa resta immobile, ses mains toujours posées sur ses genoux, sa posture aussi droite qu'un chêne. « Pourquoi ne pas vérifier avec votre supérieur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais d'une logique implacable. Philippe tressaillit, visiblement déconcerté par l'aplomb d'une fillette de 12 ans. Il sentit les regards des passagers peser sur lui et son agacement monta. « Nous n'avons pas besoin des conseils d'une enfant pour faire notre travail, » rétorqua-t-il, sa voix teintée d'une colère contenue. « Vous avez deux choix. Vous bougez maintenant, ou j'appelle la sécurité pour vous escorter hors de cet avion. À vous de choisir. » La tension dans la cabine devint presque palpable. Les murmures des passagers s'intensifièrent, certains échangeant des regards choqués, d'autres baissant les yeux pour éviter de s'impliquer. Claire Moreau, la journaliste, griffonna furieusement dans son carnet, ses lèvres pincées par l'indignation. « C'est scandaleux !» murmura-t-elle à Julien, qui hocha la tête en silence. Héloïse, l'adolescente, continuait de filmer, son téléphone tremblant légèrement dans ses mains. Elle murmura à sa voisine. « Je vais poster ça. Le monde doit voir ce qu'ils font. » Henri Dubois, le médecin à la retraite, sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait qu'il aurait dû parler, mais la peur de s'attirer des ennuis l'avait retenu. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux, et il murmura pour lui-même. « Ce n'est pas juste. Je dois faire quelque chose. » Mais il restait figé, incapable de trouver les mots. Soudain, le téléphone d'Aïssa vibra dans sa main. Elle baissa les yeux et lut un message bref mais réconfortant. « J'arrive, ma chérie. Tiens bon. » C'était sa mère, Fatou. Aïssa sentit une vague de courage l'envahir, comme si les mots de sa mère avaient rallumé une flamme en elle. Elle releva les yeux vers Philippe et Marianne, son regard plus déterminé que jamais. Elle savait que cette confrontation n'était que le début, mais elle était prête à tenir bon, coûte que coûte. Dehors, le ciel s'assombrissait, les nuages s'amoncelant comme un présage de l'orage qui se préparait à l'intérieur de la cabine. Aïssa, immobile, fixait le hublot, son cœur battant à un rythme régulier, porté par la certitude que justice serait faite.
Une silhouette imposante fendit le silence oppressant de la cabine de première classe du vol Air France 342, attirant instantanément tous les regards. Fatou Diallo, vêtu d'un tailleur gris perle d'une élégance sobre, avançait avec une assurance qui semblait commander l'espace autour d'elle. Ses cheveux noirs, relevés en un chignon impeccable, brillaient sous la lumière tamisée de la cabine, et ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, balayaient les lieux avec une autorité naturelle. Derrière elle, 2 cadres supérieurs d'Air France, en costume sombre, suivaient avec une nervosité palpable, leurs visages crispés par l'urgence de la situation. L'arrivée de Fatou fit l'effet d'un coup de tonnerre dans l'atmosphère déjà tendue. Marianne Dubois, l'hôtesse en chef, qui se tenait toujours près de la rangée 2, sentit son assurance vaciller. Son sourire condescendant s'évanouit, remplacé par une pâleur soudaine, tandis que Philippe Laurent, le copilote, se raidit, ses yeux trahissant une anxiété croissante. Les passagers, jusque-là figés dans un mélange de curiosité et d'inconfort, tournèrent de la tête vers cette femme dont la présence semblait remplir la cabine d'une énergie nouvelle, à la fois calme et redoutable. Sophie Martin, l'agent de contrôle au sol, se tenait près de la porte de l'avion, un sourire discret mais soulagé sur les lèvres. Elle avait vérifié le billet d'Aïssa Diallo avant l'embarquement et savait, sans l'ombre d'un doute, que la fillette était dans son droit. En apercevant Fatou, Sophie lui adressa un hochement de tête respectueux, un geste que Fatou rendit avec une gratitude silencieuse. Puis, le regard de Fatou se posa sur sa fille, Aïssa, assise près de la sortie de secours, loin de son siège légitime en première classe. Une lueur d'émotion traversa ses yeux, mais elle conserva une maîtrise parfaite, son visage ne laissant rien paraître d'autre qu'une détermination inébranlable. Elle s'avança lentement dans l'allée, ses talons claquant doucement sur le sol, chaque pas mesuré mais chargé d'une autorité qui imposait le silence. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Laurent », commença Fatou, sa voix douce mais tranchante, chaque mot prononcé avec une précision qui semblait taillée dans l'air. « Pouvez-vous m'expliquer précisément ce qui se passe ici ?» Sa question, bien que posée calmement, portait le poids d'une accusation implicite. Philippe ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, son assurance habituelle réduite à néant face à cette femme dont la présence semblait défier toute tentative de justification. Marianne, tentant de reprendre contenance, esquissa un sourire forcé, ses mains lissant nerveusement son uniforme. « Madame Diallo », répondit-elle, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour paraître confiante, « il s'agit d'un simple malentendu. Nous suivons les règles de sécurité de la compagnie et nous avons agi dans l'intérêt des autres passagers. » Fatou leva une main, un geste poli mais ferme qui coupa net les paroles de Marianne. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, son ton chargé d'une ironie subtile mais cinglante. « Ma fille a été forcée de quitter son siège de première classe, un siège que j'ai personnellement réservé et confirmé via votre service VIP. Vous appelez cela un malentendu? Je veux une explication claire, et je la veux maintenant. » Les passagers retinrent leur souffle, captivés par la puissance tranquille de Fatou. Ces mots, prononcés sans élever la voix, résonnaient avec une autorité qui semblait faire vibrer les parois de la cabine. Les regards se tournèrent vers Marianne et Philippe, qui semblaient rapetisser sous l'intensité de son regard. Marianne, déstabilisée, tenta de reprendre pied. « Madame, » bafouilla-t-elle, « nous voulions simplement assurer le confort et la sécurité de tous les passagers. La politique d'Air France interdit aux mineurs non accompagnés de voyager en première classe pour éviter toute gêne. » Fatou plissa les yeux, son regard perçant comme une flèche. « Vraiment ?» répondit-elle, sa voix douce mais lourde de reproches. « J'ai voyagé avec Air France pendant des années, et jamais je n'ai entendu parler d'une telle règle. Plus curieux encore, pourquoi cette règle s'applique-t-elle uniquement à ma fille aujourd'hui ?» Elle marqua une pause, laissant ces mots s'installer dans le silence tendu. « Vous n'avez même pas pris la peine de vérifier son billet. Pourquoi ?» Sophie Martin, qui s'était rapprochée de la scène, intervint avec une fermeté mesurée. « Madame Diallo, » dit-elle, sa voix claire et professionnelle, « j'ai personnellement vérifié le billet d'Aïssa avant l'embarquement. Siège 2A, première classe, tout était parfaitement en ordre. Je l'ai confirmé moi-même avec le service VIP. » Les murmures des passagers s'intensifièrent, certains hochant la tête en signe d'approbation,
d'autres lançant des regards accusateurs à Marianne et Philippe. Claire Moreau, la journaliste assise à la rangée 2C, griffonnait frénétiquement dans son carnet, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle notait chaque détail. Elle murmura à son voisin, Julien Lefebvre, l'entrepreneur qui avait déjà pris la parole. « C'est une honte. Ils savent qu'ils ont tort, et pourtant ils insistent. » Héloïse, l'adolescente de la rangée 5, continuait de filmer discrètement avec son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une indignation juvénile. Elle avait déjà téléchargé la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un commentaire. Une injustice en direct sur un vol Air France. Cette fille n'a rien fait de mal. La vidéo, bien que publiée depuis seulement quelques minutes, attirait déjà des centaines de vues, les réactions affluant à une vitesse fulgurante. Héloïse murmura à sa voisine, une femme d'âge moyen qui tricotait nerveusement. « Le monde doit savoir ce qui se passe ici. » Fatou se tourna à nouveau vers Marianne, son regard ne laissant aucune place à l'évasion. « Si vous suiviez vraiment la politique de la compagnie, comme vous le prétendez, pourquoi avez-vous refusé de vérifier le billet de ma fille? Pourquoi n'avez-vous pas contacté vos supérieurs pour confirmer? » Sa voix, toujours calme, portait une accusation implicite qui fit blêmir Marianne. Cette dernière, les lèvres pincées, tenta une dernière défense. « Madame, je n'ai fait que mon travail. Il n'y avait aucune intention de nuire à votre fille. » Mais ces mots sonnaient creux, et les passagers, attentifs, semblaient percevoir la faiblesse de son argument. Fatou fit un pas de plus vers Marianne, réduisant la distance entre elles. « Votre travail, » répéta-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une intensité qui semblait faire trembler l'air. « Votre travail est de traiter chaque passager avec respect et équité. En ignorant les preuves, en humiliant ma fille devant tout le monde, vous avez non seulement manqué à votre devoir, mais vous avez agi avec un préjugé évident. » Elle se tourna vers Philippe, qui restait figé, ses bras croisés comme un bouclier. « Et vous, monsieur Laurent, en tant que copilote, vous avez une responsabilité encore plus grande. Vous auriez dû chercher la vérité, au lieu de soutenir aveuglément une décision injuste. Cela s'appelle de la complicité, que vous l'ayez voulu ou non. » Un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les passagers, captivés, semblaient suspendus à chaque mot de Fatou. Claire Moreau, la journaliste, cessa d'écrire un instant, ses yeux brillants d'admiration pour cette femme qui défendait sa fille avec une telle force. Julien Lefebvre, l'entrepreneur, hocha la tête, murmurant à son voisin. « Elle a raison. C'est une question de justice. » Henri Dubois, le médecin à la retraite, sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait observé la scène depuis le début, rongé par le regret de ne pas avoir parlé plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement, et il murmura pour lui-même. « J'aurais dû intervenir. Quelle lâcheté !» Héloïse, toujours en train de filmer, sentit son cœur battre plus fort. Elle envoya un message à ses amis. « Cette femme est incroyable. Elle défend sa fille comme une lionne. » La vidéo qu'elle avait postée continuait de faire des vagues en ligne, les commentaires s'accumulant. « C'est scandaleux. Soutien à cette fille. Air France doit répondre de ça. » L'adolescente, galvanisée par l'idée que sa vidéo pourrait faire bouger les choses, murmura à sa voisine. « Je ne peux pas croire qu'il la traite comme ça. Il faut que ça change. » Fatou se tourna vers Sophie Martin, son regard s'adoucissant légèrement. « Merci Sophie, d'avoir agi si rapidement, » dit-elle, sa voix empreinte de gratitude. « Pouvez-vous confirmer devant tout le monde ce que dit le billet de ma fille ?» Sophie, droite et confiante, répondit sans hésiter. « Absolument, Madame Diallo. J'ai vérifié le billet d'Aïssa Diallo. Siège 2A, première classe, tout était parfaitement en ordre. J'ai moi-même contacté le service VIP pour m'en assurer avant l'embarquement. » Les passagers murmurèrent, certains échangeant des regards indignés, d'autres hochant la tête en signe de soutien. Claire Moreau griffonna une note rapide. Confirmation officielle de la légitimité d'Aïssa. Preuve d'injustice. Fatou reporta son attention sur Marianne et Philippe, sa voix prenant une tonalité encore plus ferme. « J'exige des excuses publiques à ma fille, immédiatement, dit-elle, chaque mot résonnant comme un verdict.
Vous avez humilié une enfant de 12 ans, sans raison valable, devant tous ses passagers. Vous devez répondre de vos actes. La tension dans la cabine atteignit son paroxysme. Les regards des passagers, désormais pleins de jugement, pesaient sur Marianne et Philippe comme un tribunal silencieux. Marianne, le visage blême, tenta de reprendre la parole, mais sa voix tremblait. « Madame, nous n'avions pas l'intention de… » Elle s'interrompit, incapable de trouver une justification convaincante. Philippe, sentant la situation lui échapper, tenta une intervention. « Madame Diallo, dit-il, adoptant un ton faussement conciliant, je crois qu'il s'agit d'un regrettable malentendu. » Marianne essayait simplement de faire son travail. « Je suis sûr qu'elle n'avait aucune intention d'offenser votre fille. » Mais Fatou le coupa net, son regard glacial le clouant sur place. « Un malentendu, monsieur Laurent, répéta-t-elle, sa voix aussi acérée qu'une lame. Quand vous ignorez des preuves claires, quand vous humiliez une enfant sans vérifier les faits, et que vous, en tant que copilote, choisissez de soutenir cette injustice au lieu de chercher la vérité, cela n'est pas un malentendu. C'est de la complicité dans un acte de préjugé, qu'il soit intentionnel ou non. » Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprimer dans l'esprit de chaque personne présente. Le préjugé, continua-t-elle, sa voix plus profonde, plus puissante, ne se manifeste pas toujours par des actes ouverts ou des insultes. Il se cache dans le silence, dans les excuses faciles, dans le refus d'assumer ses responsabilités. Vous avez tous les deux choisi ce chemin aujourd'hui, et cela est inacceptable. Les passagers, captivés, semblaient suspendus à ces paroles. Certains baissaient les yeux, réfléchissant à leur propre silence passé, tandis que d'autres, comme Claire et Julien, hochaient de la tête, visiblement émus par la force de son discours. Henri Dubois, le médecin à la retraite, sentit une vague de honte l'envahir. Il murmura à son voisin, un homme d'affaires absorbé par la scène. « Elle a raison. J'aurais dû parler dès le début. » Son voisin, un homme d'une 50aine d'années en costume sombre, hocha la tête en silence, ses yeux fixés sur Fatou. Héloïse, quant à elle, continuait de filmer, ses joues rougies par l'émotion. Elle murmura à sa voisine. « C'est comme si elle parlait pour nous tous. Cette femme change tout. » Fatou se tourna vers Aïssa, qui était restée assise près de la sortie de secours, son regard calme mais brillant d'une fierté discrète. « Aïssa, ma chérie, dit Fatou, sa voix s'adoucissant avec une tendresse infinie. Tu as été incroyable. Tu as défendu ta dignité avec un courage que bien des adultes n'auraient pas eu. Je suis si fier de toi. » Aïssa sourit, ses yeux scintillant d'émotion. Elle hocha la tête, incapable de parler, mais son regard disait tout. Elle savait qu'elle avait tenu bon, comme sa mère le lui avait appris. Puis, Fatou se tourna vers les deux cadres d'Air France, qui se tenaient en retrait, leurs téléphones à la main, prêts à intervenir. « Messieurs, dit-elle, sa voix retrouvant son autorité implacable, ce vol ne peut pas partir avec cet équipage. Leur comportement aujourd'hui montre qu'ils ne sont pas aptes à servir les passagers avec l'équité et le respect qu'ils méritent. Je demande un nouvel équipage immédiatement. » Les cadres échangèrent un regard, conscients de la gravité de la situation. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, hocha la tête et sortit son téléphone pour passer un appel urgent. « Nous nous en occupons tout de suite, Madame Diallo, » répondit-il, sa voix teintée d'un mélange de respect et d'urgence. La cabine vibrait d'une énergie nouvelle, une énergie de justice et de solidarité. Les passagers, jusque-là spectateurs silencieux, semblaient désormais unis dans leur soutien à Fatou et Aïssa. Claire Moreau, la journaliste, ferma son carnet un instant, ses yeux brillants d'admiration. Elle murmura à Julien. « Cette femme est une force de la nature. Cette histoire va faire du bruit. » Julien acquiesça, son regard fixé sur Fatou. « Et elle a raison. Ce n'est pas juste une question de siège, c'est une question de dignité. » Héloïse, toujours en train de filmer, sentit son téléphone vibrer avec les notifications des réseaux sociaux. Sa vidéo avait atteint des milliers de vues, et les commentaires affluaient, condamnant l'injustice et saluant le courage d'Aïssa. Elle murmura à sa voisine. « Je savais que ça allait devenir viral. Les gens doivent voir ça. » Sa voisine, la femme qui tricotait, hocha la tête, les yeux humides.
Cette petite est plus courageuse que nous tous, murmura-t-elle. Henri Dubois, enfin, se leva lentement de son siège. Ses jambes tremblaient légèrement, mais son regard était résolu. Il s'approcha d'Aïssa, ses yeux pleins de remords. « Jeune fille, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, je m'excuse de ne pas avoir parlé plus tôt. J'ai vu votre billet, j'ai su que vous étiez dans votre droit, et pourtant j'ai gardé le silence. Je promets que cela ne se reproduira plus. » Aïssa le regarda, ses yeux doux mais pleins de compréhension. « Merci, monsieur, répondit-elle doucement. Ce qui compte, c'est que vous parlez maintenant. » Henri hocha la tête, les larmes aux yeux, et retourna à son siège, le cœur plus léger mais toujours marqué par le regret. Fatou, debout au centre de la cabine, balaya les passagers du regard. « Merci à ceux d'entre vous qui ont eu le courage de parler, dit-elle, sa voix empreinte de gratitude. Et à ceux qui sont restés silencieux, je vous invite à réfléchir. Le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Aujourd'hui, ma fille a montré ce que signifie défendre sa dignité. J'espère que nous en tirerons tous une leçon. » Ces mots résonnèrent comme un appel à la conscience, touchant chaque passager au plus profond de son cœur. Soudain, un des cadres d'Air France revint, son téléphone à la main. « Madame Diallo, dit-il, sa voix respectueuse, un nouvel équipage est en route. Nous vous assurons que cette situation sera traitée avec le plus grand sérieux. » Fatou hocha la tête, son regard toujours ferme. « Je l'espère, répondit-elle. Ce n'est pas seulement une question de ma fille. C'est une question de justice pour tous les passagers qui méritent d'être traités avec respect. » La cabine resta silencieuse, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus un silence de malaise, mais un silence de réflexion, de respect et d'espoir. Aïssa, assise près de la sortie de secours, releva les yeux vers sa mère, un sourire discret sur les lèvres. Elle savait que ce moment, aussi difficile qu'il ait été, marquait le début de quelque chose de plus grand. Dehors, le ciel s'assombrissait. Mais pour Aïssa, une lueur d'espoir brillait à l'horizon. Elle savait que sa mère, avec son courage et sa détermination, allait faire tomber les barrières de l'injustice, et qu'ensemble, elles allaient écrire une nouvelle page dans l'histoire de ce vol. Des pas assurés résonnèrent à l'entrée de la cabine de première classe du vol Air France 342, brisant le silence chargé qui avait suivi l'intervention de Fatou Diallo. Deux nouveaux membres d'équipage, une hôtesse de l'air et un pilote, entrèrent avec une élégance professionnelle, leurs uniformes impeccables et leurs sourires empreints d'une chaleur sincère. L'hôtesse, une femme d'une trentaine d'années nommée Camille Lefort, salua les passagers d'un hochement de tête respectueux, tandis que le pilote, un homme aux tempes grisonnantes appelé Vincent Moreau, adressa un regard rassurant à Fatou. Leur arrivée semblait dissiper l'atmosphère tendue qui avait pesé sur la cabine, remplaçant la lourdeur de l'injustice par une promesse de renouveau. Camille s'approcha de Fatou, sa voix douce mais ferme. « Madame Diallo, nous sommes honorés de vous avoir à bord avec votre fille. Nous veillerons à ce que ce vol se déroule dans le respect et le confort de tous. » Fatou, toujours debout près de l'allée centrale, rendit un sourire discret mais reconnaissant, ses yeux scrutant les nouveaux venus avec une vigilance qui témoignait de son exigence. Elle hocha la tête, un geste mesuré qui signifiait son approbation, puis se tourna vers sa fille, Aïssa, toujours assise près de la sortie de secours, loin de son siège légitime. « Aïssa, ma chérie, » dit Fatou, sa voix empreinte d'une tendresse infinie, « il est temps de reprendre ta place. » Aïssa, âgée de seulement 12 ans, se leva avec une grâce naturelle, sa posture droite et son regard clair reflétant une maturité bien au-delà de son âge. Ses pas, lents et délibérés, résonnaient doucement dans la cabine silencieuse. Chaque mouvement semblait porter le poids de sa dignité, une dignité qu'elle avait défendue avec un courage remarquable face à l'injustice. Les passagers, qui avaient suivi la confrontation avec un mélange de fascination et d'admiration, observaient Aïssa avec un respect nouveau. Lorsqu'elle passa devant la rangée 2, Claire Moreau, la journaliste du Monde, lui adressa un sourire chaleureux, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Tu es une inspiration, Aïssa, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Julien Lefebvre, l'entrepreneur assis à la rangée 3, hocha la tête en signe d'approbation, ses yeux brillant d'une admiration silencieuse.
Même Henri Dubois, le médecin à la retraite qui s'était reproché son silence initial, lui offrit un sourire empreint de remords et de respect, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Aïssa atteignit enfin son siège légitime, le 2A, en première classe. Fatou s'agenouilla à ses côtés, ajustant sa ceinture avec une tendresse maternelle qui contrastait avec l'autorité qu'elle avait affichée face à Marianne et Philippe. Elle plongea son regard dans celui de sa fille, ses yeux brillants de fierté. « Aujourd'hui, ma chérie, murmura-t-elle, tu n'as pas seulement défendu ton droit à ce siège. Tu as montré à tout le monde ce que signifie défendre sa dignité, et tu l'as fait avec une force que beaucoup d'adultes n'auraient pas eue. » Aïssa sourit, ses yeux scintillant d'émotion. « Merci, maman, répondit-elle doucement, sa voix chargée d'une gratitude profonde. Je n'ai fait que suivre ce que tu m'as appris. » À cet instant, un applaudissement discret commença à s'élever depuis l'arrière de la cabine. D'abord timide, il gagna en intensité, se propageant comme une vague douce mais puissante à travers les rangées. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, mais un hommage sincère, un geste de solidarité et de respect pour Aïssa et Fatou. Les passagers, jusque-là spectateurs d'une injustice, semblaient unis dans une reconnaissance collective de leur courage. Héloïse, l'adolescente qui avait filmé la confrontation, se joignit aux applaudissements, ses joues rosies par l'émotion. Elle murmura à sa voisine, la femme qui tricotait nerveusement. « Ils applaudissent pour elle, mais aussi pour nous tous. C'est comme si on avait tous gagné quelque chose aujourd'hui. » Sa voisine hocha la tête, les yeux humides. « Cette petite fille nous a tous donné une leçon, » répondit-elle doucement. Héloïse s'approcha timidement d'Aïssa, un morceau de papier plié dans la main. Ses cheveux châtains, attachés en queue de cheval, dansaient légèrement alors qu'elle tendait le mot à la fillette. « Garde ça, dit-elle, sa voix tremblante mais sincère. Tu m'as appris ce que c'est de ne pas avoir peur, et je veux que tu saches à quel point tu es incroyable. » Aïssa déplia le papier, lisant les mots simples mais puissants inscrits à l'encre noire. « Merci, Aïssa, d'être une héroïne. Tu m'as inspirée à être plus courageuse. » Un sourire illumina le visage d'Aïssa et elle leva les yeux vers Héloïse. « Merci à toi d'avoir filmé tout ça, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Tu as aidé à faire entendre ma voix. » Les deux filles échangèrent un regard complice, un lien naissant entre elles, forgé par cette expérience partagée. Henri Dubois, le médecin à la retraite, se leva à son tour, ses pas lents mais déterminés. Lorsqu'il atteignit Aïssa, il s'inclina légèrement, ses yeux pleins de remords. « Aïssa, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, je te dois des excuses sincères. J'ai vu ton billet, j'ai su que tu étais dans ton droit, et pourtant je suis resté silencieux. J'ai eu tort, et je te promets que cela ne se reproduira plus. » Aïssa le regarda avec une compassion qui semblait presque surnaturelle pour une enfant de son âge. « Merci, monsieur Dubois, » répondit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est que vous parlez maintenant. Ça demande du courage. » Henri, ému, hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. « Tu es une jeune fille extraordinaire, » murmura-t-il avant de retourner à son siège, le cœur plus léger mais toujours marqué par la leçon qu'il venait d'apprendre. Fatou, debout dans l'allée, balaya la cabine du regard, son visage empreint d'une sérénité puissante. Elle s'adressa aux passagers, sa voix calme mais résonnante avec une autorité naturelle. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, « ce que nous avons vécu aujourd'hui n'était pas seulement une affaire personnelle. C'est une leçon pour nous tous. L'injustice prospère dans le silence, mais elle s'effondre face au courage. Ma fille, Aïssa, a montré ce courage, et je remercie ceux d'entre vous qui ont choisi de parler, comme Claire, Julien, Sophie, et maintenant Henri. » Elle marqua une pause, ses yeux passant sur chaque passager. « Mais je vous invite tous à réfléchir à ceci. Chaque fois que nous restons silencieux face à une injustice, nous lui donnons du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas rester silencieux, et c'est ainsi que nous construisons un monde plus juste. » Ces mots, prononcés avec une conviction profonde, semblèrent toucher chaque passager au cœur. Claire Moreau ferma son carnet, ses yeux brillants d'admiration. Elle murmura à Julien, « Je vais écrire un article là-dessus. Cette histoire doit être entendue. » Julien hocha la tête, son regard fixé sur Fatou.
C'est plus qu'une histoire, c'est un mouvement. Héloïse, dont la vidéo continuait de faire des vagues sur les réseaux sociaux, sentit son téléphone vibrer avec des notifications. Les commentaires affluaient. Honte à Air France. Cette fille est une héroïne. Soutien à Aïssa. L'adolescente murmura à sa voisine. Regarde, des milliers de personnes partagent la vidéo. Ça va changer les choses. Quelques jours plus tard, l'histoire d'Aïssa et Fatou fit la une des journaux. L'article de Claire Moreau, publié dans Le Monde, intitulé « Un siège pour la dignité », détaillait la confrontation avec une précision journalistique tout en capturant l'émotion brute de l'événement. La vidéo d'Héloïse, devenue virale, avait atteint des millions de vues, déclenchant un débat public sur les préjugés dans l'industrie aérienne. Air France, sous pression, convoqua une réunion d'urgence avec ses dirigeants. Conscients que cette affaire pouvait ternir leur réputation, ils annoncèrent le lancement du programme Aïssa, une initiative ambitieuse visant à former tout le personnel, des pilotes aux agents de bord en passant par le personnel au sol, à reconnaître et combattre les préjugés et les discriminations. Ce programme, loin d'être un simple exercice de relations publiques, incluait des ateliers obligatoires sur la sensibilisation aux biais inconscients et des protocoles clairs pour garantir l'équité dans le traitement des passagers. D'autres compagnies aériennes, inspirées par cette initiative, commencèrent à adopter des mesures similaires, transformant l'incident du vol 352 en un catalyseur de changement dans l'industrie. Marianne Dubois, après une enquête interne approfondie, fut licenciée d'Air France. La nouvelle fut un choc pour elle, mais plus encore, elle fut forcée de confronter la réalité de ses actions. Quelques jours après son départ, elle prit la plume et écrivit une lettre à Aïssa, ses mots tremblants d'une sincérité qu'elle n'avait jamais exprimée auparavant. « Chère Aïssa, je ne pourrai jamais effacer la douleur que je t'ai causée. Mes actes étaient guidés par des préjugés que je n'avais jamais reconnus en moi. Tu m'as forcé à les voir, et pour cela, je te remercie. Je promets de vivre désormais avec plus de conscience et de ne plus jamais laisser mes biais guider mes actions. Avec mes excuses les plus profondes, Marianne Dubois. » Aïssa, en lisant la lettre, ressentit une paix inattendue. Elle plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac, un symbole de pardon et d'espoir. Fatou, voyant sa fille manipuler la lettre avec soin, sourit avec une fierté silencieuse. Elle savait qu'Aïssa avait non seulement défendu sa dignité, mais aussi offert à une autre personne une chance de changer. Lors d'un vol ultérieur, Aïssa et Fatou furent accueillis avec une chaleur qui contrastait vivement avec leur expérience précédente. L'équipage, formé sous le programme Aïssa, les salua avec des sourires sincères et des gestes d'hospitalité. Camille Lefort, l'hôtesse qui avait rejoint le vol 342, s'approcha d'Aïssa avec un sourire radieux. « Mademoiselle Diallo, c'est un honneur de vous avoir à bord, dit-elle, sa voix empreinte de respect. » Aïssa, désormais habituée à une certaine attention, répondit avec un sourire modeste. « Merci, madame, dit-elle simplement, sa voix douce mais confiante. » Fatou, assise à ses côtés, observa la cabine avec satisfaction. Les regards méfiants et les murmures douteux avaient disparu, remplacés par des expressions de respect et de bienveillance. Elle murmura à Aïssa. « Tu vois, ma chérie, parfois, il suffit de tenir bon et de parler au bon moment pour changer le monde. » Un homme d'affaires dans la rangée voisine, un homme distingué en costume bleu marine, se pencha vers elle. « Pardonnez l'interruption, » dit-il, sa voix chaleureuse. « Mais ce que vous avez fait a transformé la manière dont nous voyageons. Votre courage est une inspiration. » Fatou et Aïssa échangèrent un regard, leurs yeux brillants de gratitude. Ces mots, bien qu'entendus à plusieurs reprises depuis l'incident, portaient toujours une signification profonde. Aïssa hocha la tête, son sourire rayonnant. « Merci, monsieur, répondit-elle. Mais c'est ma mère qui m'a appris à ne jamais baisser la tête. » Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, prêt à décoller, Aïssa tourna son regard vers le hublot. Le ciel, jadis gris et menaçant, s'ouvrait désormais sur des rayons de lumière douce, comme une promesse d'un avenir plus lumineux. Elle sentit une légèreté dans son cœur, une certitude que, même à son jeune âge, elle avait le pouvoir de faire une différence. Fatou, à ses côtés,
posa une main sur son épaule, un geste empreint d'amour et de fierté. « Tu as fait plus que défendre un siège, Aïssa, murmura-t-elle. Tu as montré au monde ce que signifie défendre la justice. » L'avion s'éleva dans les airs, laissant derrière lui les ombres du passé. Pour Aïssa, ce vol n'était pas seulement un voyage vers une destination physique, mais une étape dans un voyage plus grand, celui d'un monde où la dignité et le respect prédomineraient. Elle savait que son histoire, celle d'une fillette de 12 ans qui avait tenu tête à l'injustice, continuerait d'inspirer d'autres à briser le silence et à se lever pour ce qui est juste. Alors que les nuages défilaient sous l'avion, Aïssa sourit, son cœur empli d'espoir. Elle était prête à continuer son chemin, portée par le courage, la compassion et la conviction qu'un seul acte de bravoure pouvait changer le monde. L'histoire d'Aïssa Diallo et de sa mère, Fatou, dans un siège à défendre, est bien plus qu'un simple incident sur un vol Air France. C'est un récit poignant qui touche au cœur des valeurs humaines fondamentales, la dignité, le courage et la lutte contre l'injustice. En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes invités à réfléchir profondément à nos propres comportements, à nos silences et à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus équitable. Dans une société française où les idéaux de liberté, égalité, fraternité sont gravés dans l'identité nationale, cette histoire résonne comme un rappel vibrant de ce que ces valeurs signifient dans la pratique quotidienne. À travers une analyse des émotions suscitées par ce récit et des leçons qu'il nous enseigne, nous pouvons tirer des enseignements précieux pour transformer nos vies et celles des autres. D'abord, l'histoire d'Aïssa suscite une profonde empathie. À seulement 12 ans, cette jeune fille fait face à une injustice flagrante avec un courage qui défie son âge. Lorsqu'elle est confrontée à l'autorité rigide de Marianne Dubois, l'hôtesse de l'air, et à l'indifférence initiale de Philippe Laurent, le copilote, Aïssa reste calme, composée et résolue. Cette force intérieure, ancrée dans les valeurs que sa mère lui a transmises, évoque un mélange d'admiration et d'humilité. En France, où l'éducation et la transmission des valeurs familiales sont hautement valorisées, l'attitude d'Aïssa reflète l'importance de l'héritage moral. Son refus de céder face à l'injustice, malgré la pression sociale et les regards des autres passagers, nous pousse à nous interroger. Aurions-nous eu le même courage à sa place? Cette question touche une corde sensible, car elle met en lumière notre propre capacité à affronter les situations où nos droits, ou ceux des autres, sont bafoués. L'émotion la plus marquante dans cette histoire est peut-être l'indignation face à l'injustice. L'attitude de Marianne, empreinte de préjugés, et le soutien passif de Philippe qui choisit de ne pas vérifier les faits, incarnent une forme de discrimination subtile mais destructrice. En France, où les débats sur l'égalité et la diversité sont au cœur des discussions publiques, cette scène rappelle les micro-agressions auxquelles de nombreuses personnes, en particulier celles issues de minorités, sont confrontées au quotidien. L'indignation que nous ressentons en voyant Aïssa humiliée sans raison valable est un moteur puissant pour réfléchir à nos propres biais. Combien de fois avons-nous, sans le vouloir, jugé quelqu'un sur son apparence, son âge ou son origine? Cette histoire nous invite à examiner nos comportements et à reconnaître que les préjugés, même inconscients, peuvent causer un tort réel. Un autre sentiment qui émerge est l'admiration pour le courage de Fatou Diallo. En tant que mère et femme d'affaires accomplie, Fatou incarne une figure d'autorité et de résilience. Son arrivée dans la cabine, avec une présence qui impose le respect, et sa capacité à confronter Marianne et Philippe avec une éloquence mesurée mais implacable, sont des moments qui résonnent profondément. Dans la culture française, où l'art de la rhétorique et la défense des principes sont valorisés, Fatou représente une voix de la justice qui ne crie pas mais qui s'impose par sa clarté et sa force morale. Son discours sur le silence comme complice de l'injustice est particulièrement poignant. Il nous rappelle que, dans une société qui prône l'égalité, rester passif face à une injustice équivaut à la tolérer. Cette leçon est universelle, mais elle trouve un écho particulier en France, où l'histoire est marquée par des luttes pour les droits et la justice sociale, de la Révolution française au mouvement contemporain pour l'égalité. L'histoire met également en lumière le rôle des alliés, comme Claire Moreau, Julien Lefebvre, Sophie Martin et, plus tard, Henri Dubois.
Leurs interventions, bien que parfois hésitantes, montrent l'importance de s'élever contre l'injustice, même lorsque cela semble difficile. Claire, la journaliste, représente l'esprit critique et l'engagement civique qui sont au cœur de la tradition intellectuelle française. Son choix de documenter l'incident et de le partager avec le monde reflète le pouvoir des médias et de la vérité dans la lutte contre les abus. Julien, l'entrepreneur, incarne une forme de solidarité spontanée, un rappel que chacun, quel que soit son statut, peut jouer un rôle dans la défense de l'équité. Sophie, l'agent de contrôle au sol, agit avec professionnalisme et courage, montrant que les institutions peuvent être corrigées de l'intérieur par des individus intègres. Enfin, Henri, le médecin à la retraite, qui surmonte son silence initial pour s'excuser, illustre la capacité de chacun à apprendre et à changer. Ces personnages secondaires nous enseignent que le courage n'est pas réservé aux héros principaux. Il peut naître de gestes simples, mais significatifs. Une leçon clé de cette histoire est l'importance de briser le silence face à l'injustice. Dans la culture française, où l'expression individuelle et le débat public sont valorisés, le silence est souvent perçu comme une abdication de responsabilité. Fatou le dit avec force. Le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Cette phrase résonne comme un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Combien de fois avons-nous hésité à intervenir dans une situation injuste par peur de nous impliquer ou de nous attirer des ennuis? Cette histoire nous rappelle que chaque voix compte et que même un petit geste, comme celui de Claire ou de Julien, peut avoir un impact profond. Appliquer cette leçon dans nos vies signifie oser parler, que ce soit pour défendre un collègue victime de discrimination, soutenir un ami face à une injustice ou signaler un comportement inapproprié dans un espace public. Une autre leçon essentielle est celle du pardon et de la compassion, incarnée par Aïssa lorsqu'elle accepte la lettre d'excuse de Marianne. En France, où les valeurs humanistes sont célébrées, la capacité d'Aïssa à pardonner sans ressentiment est un exemple puissant. Cela ne signifie pas oublier ou minimiser l'injustice, mais reconnaître que le changement personnel est possible. Marianne, en confrontant ses propres préjugés et en s'excusant sincèrement, montre qu'il est possible de grandir, même après avoir commis une erreur grave. Cette leçon nous invite à cultiver l'empathie dans nos interactions, à donner aux autres l'opportunité de se racheter, tout en restant fermes sur nos principes. Enfin, l'histoire d'Aïssa et Fatou nous enseigne la puissance de la résilience et de l'éducation. Aïssa, formée par les valeurs de sa mère, incarne une génération nouvelle, capable de changer le monde par son courage et sa détermination. Dans un contexte français où l'éducation est vue comme un pilier de la société, cette histoire souligne l'importance de transmettre des valeurs de justice et de respect aux jeunes générations. Elle nous encourage à investir dans l'éducation, non seulement académique, mais aussi morale, pour préparer les enfants à affronter les défis d'un monde parfois injuste. Pour appliquer ces leçons dans nos vies, nous pouvons commencer par de petits actes. Écouter activement ceux qui sont marginalisés, remettre en question nos propres préjugés et intervenir lorsque nous sommes témoins d'une injustice, même si cela semble inconfortable. Dans un cadre professionnel, cela peut signifier défendre un collègue victime de discrimination ou signaler une politique inéquitable. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que soutenir un inconnu dans une situation injuste, comme l'ont fait Claire et Julien. En cultivant une culture de dialogue et de solidarité, nous pouvons incarner les valeurs de fraternité qui sont si chères à la France. Si l'histoire d'Aïssa et Fatou vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur votre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien à ce message de courage et de justice. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos réseaux pour diffuser cette leçon puissante. Le silence n'est pas une option face à l'injustice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent le pouvoir de la solidarité et de la compassion. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Aïssa? Votre voix compte, alors partagez-la. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste, un siège à la fois. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour d'autres récits qui changent le monde.